allons faire, nous allons faire l'identifiant, nous allons mettre l'identifiant. L'identifiant sera ID, ce sera du type int, ce sera, je peux mettre 11 par exemple au niveau du lin, et je vais ajouter le primary key, clé primaire, et je veux que ce soit auto-increment. Ça dit quoi? Oui, oui, go. Et je veux que ça soit auto-incrément, c'est-à-dire que je n'aurai pas à écrire 1, 2, 3, ça va se faire par défaut, d'accord? Donc, voilà un peu. Et ici, je vais mettre username. Là, ce serait du type varchar. Ici, je vais mettre, par exemple, 255. Là, email. Je vais tout mettre en minuscule, d'accord? Email, ce serait du type varchar aussi. Et là également, je vais mettre 255. Ici, ce serait le password. Là, ce sera du type varchar. Ici, je peux mettre 255. Hein. Ok, donc ça va réserver 255 places. Donc voilà notre base de données. Donc on va cliquer sur Save. Voilà, notre base de données a été bel et bien créée. Voici notre base de données. Donc maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire en sorte que lorsque nous allons rentrer des informations ici, nous allons rentrer des informations, que ces informations-là puissent directement venir ici. Donc si nous avons besoin d'utiliser, de nous loguer, pour que lorsque l'utilisateur va mettre des trucs là-dedans, ces informations ici, que ça puisse aller dans la base de données, vérifier si ça a été bien et bien créé et que ça nous donne l'accès ou que ça nous refuse l'accès sinon. D'accord? Donc, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement ajouter du PHP. Mais sachez que, comme je l'ai dit, c'est possible, c'est même mieux de créer des fichiers différents. Mais pour l'instant, je vais d'abord utiliser, par exemple, le register pour pouvoir faire la connexion à notre serveur. Comment je vais faire ça? Je vais écrire le code, la balise PHP. Donc, dans cette balise-là, je vais mettre include. J'ai déjà expliqué que lorsque vous voulez donner vous voulez ajouter des liens en PHP, c'est include. Donc, je vais mettre par exemple server.php. Donc, ça veut dire que je dois créer un fichier qui va être nommé server.php dans lequel je vais je vais ajouter la connexion à la base de données. Parce que pour pouvoir faire la connexion à la base de données avec le PHP, on n'a pas besoin de connecteurs comme ce que nous utilisons en Java. Non, mais juste les codes, quelques lignes de code. Donc, c'est tout simplement, on vient là. Nous allons cliquer sur enregistrer et encore, je vais venir à ce niveau-là. W, toujours utilisateur. Et là, je vais donner le nom serveur.php. OK? Donc, voilà. Donc, pour ça, sachez que je n'aurai pas ici, je ne vais pas faire de code HTML. Je vais juste faire de code PHP. Donc, voilà. Donc, je vais mettre ici. Donc, je vais mettre connexion à la base de données, d'accord? À la base de données. Donc, sachez que c'est comme ça que va se passer la connexion à notre base de données. Si vous voulez, vous pouvez donner serveur, vous pouvez donner un autre nom, d'accord?
Alors, comment se fait maintenant la connexion à la base de données? Sachez que le PHP, nous allons faire la connexion à la base de données. Alors, sachez qu'il existe plusieurs versions de la base de données en PHP. Euh, donc, la nouvelle version stipule que nous devrons utiliser le MySQLi, OK, Connect. D'accord? Il y a également une version qui va utiliser le PDO. On peut utiliser le PDO avec. Et l'ancienne version, on utilise le MySQL Connect. Donc ici, nous allons utiliser le MySQL Connect, d'accord? Donc là, ce que nous allons faire, on va juste déclarer une variable qui va prendre un nom que nous voulons. Par exemple, moi, je vais prendre le nom DB quoi, comme database. Donc, DB égale à, on va faire maintenant la connexion à la base de données qui sera MySQLi connect, underscore connect. Donc, c'est un mot-clé, sachez-le. Donc, comme c'est un mot-clé, ça se colore en bleu. Donc, juste retenez ça. Et à l'intérieur, ça va prendre des paramètres. Les paramètres que ça va prendre, c'est quoi? On va d'abord écrire le localhost. Le localhost. On va également prendre root. Après, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ça. Et là, ce sera vide. Et ici, ce sera le nom de ma base de données. Donc, ma base de données, le nom, je pense, c'est utilisateur. Utilisateur. OK? Donc, je vais venir au niveau de mon web server et je vais activer mon serveur pour vous expliquer l'intérieur. Donc, au fait, sachez que le serveur doit toujours être activé lorsque vous voulez exécuter au niveau du navigateur, sinon ça ne va pas accepter. Donc, maintenant, je vais vous expliquer petit à petit, un à un. Je viens au niveau de ma base de données qui est là, le phpMyAdmin. Alors, sachez que si vous lancez le phpMyAdmin, c'est le localhost qui vient. C'est pour cela qu'on met le nom du serveur. Donc ici, ça c'est le nom du serveur. Ici, ça c'est l'administrateur, c'est le nom de l'utilisateur par défaut. Avec le MySQL, le nom de l'utilisateur, le username est par défaut root. Ok, le password, ce qui est le mot de passe, il n'y a pas de mot de passe. Donc, en fait, le mot de passe est vide. C'est pour cela que j'ai mis les griffes seulement. Ça veut dire que c'est vide. Et là, vous mettez le nom de votre base de données. Au fait, on a déjà créé notre base de données qui est utilisateur et nous avons créé notre table qui est users. D'accord? Donc, utilisateur, j'ai mis le nom de ma base de données à l'intérieur. Donc, maintenant, nous allons écrire, ça c'est la connexion à la base de données. Maintenant, nous allons faire en sorte que lorsque nous cliquons sur le bouton que nous avons créé ici, lorsque nous cliquons là-dessus, que ça puisse nous donner quelque chose c'est-à-dire que ça puisse nous renvoyer le résultat que nous voulons. Donc, ce que nous allons faire, on va juste venir au niveau toujours de notre serveur et on va mettre les conditions. La première condition, ce serait quoi? Ce serait le fait de vérifier si le bouton a été créé et a été cliqué. Donc, je vais mettre en commentaire si le bouton de register a été cliqué. A été cliqué. D'accord? Donc, voilà. Nous venons donc ici, la formule, ce serait if. Donc, if, ça veut dire si. I7, on a vu que I7, c'est une fonction qui permet de faire la vérification. Donc, nous allons utiliser le $post, toujours. Et là, à l'intérieur, on va mettre le nom de notre bouton. Ici, j'ai mis le nom de mon bouton. En fait, j'avais mis register seulement. Mais comme il y a plusieurs registres, pour ne pas me tromper, j'ai mis register underscore btn. Btn qui veut dire bouton. Donc, je vais mettre ici register underscore btn. Voilà. Donc, ici, on a vu que s'il ne prend jamais de point-virgule. Donc ici, nous allons vérifier avec le username, ainsi de suite. Pourquoi? Tout simplement le fait que lorsque l'utilisateur va faire rentrer ces informations-là, lorsque l'utilisateur va faire rentrer ces informations, il va cliquer sur
le bouton, que ça puisse vérifier. C'est-à-dire que ici, nous avons notre username. Ici, nous avons notre email. Ici, nous avons notre password 1. Ici, nous avons notre password 2. Donc, on va faire la vérification de tout ça. Donc, comme je l'ai dit, nous allons commencer par déclarer notre username en tant que variable. Vous savez déjà comment on déclare les variables au niveau de PHP, non? Maintenant, je vais écrire une petite fonction qui est MySQL i real escape string. Ça permet tout simplement de vérifier, d'accord? De vérifier la nature de ma variable, d'accord? Ça permet de vérifier la nature de ma variable. Alors, sachez que ici, j'ai pris SQLi, ok? Sinon, SQL aussi, c'est vrai, mais ça dépend, comme je l'ai dit, des versions. Souvent, ça peut refuser. C'est pour cela que, bon, pour ne pas perdre mon temps, j'ai directement mis SQLi, d'accord? Sinon, dans certains cas, ça peut accepter, comme dans certains cas, ça peut refuser aussi. Donc, on va vérifier lorsque nous allons terminer. On va toujours utiliser le post, le $post. Donc, sachez que c'est comme ça qu'on écrit le $post. OK? Donc, je vais mettre entre apostrophe ici le username. Donc, ça va vérifier le username et puis ça va le mettre si ça existe dans la base de données. Donc, je vais juste copier et puis coller pour seulement modifier le bas. Parce qu'on a username, on doit vérifier également le email. On doit vérifier aussi le password. Donc, on a le username. On a le email. Le email. On a le password 1. Et là, nous avons le password 2. Donc ici aussi, je vais changer. Ici, je vais mettre le password 1. Et password 2, pardon. Et là, je vais mettre le password 1. Et ici, je vais mettre le email. Voilà. Donc, voilà un peu à ce niveau-là. Maintenant, je vais continuer avec les conditions et c'est pas fini. Donc, les conditions, on va faire en sorte de vérifier si tous les champs si tous les champs ont été remplis proprement. Donc, ce que je vais faire pour que l'explication soit mieux, je vais exécuter. Je vais exécuter mon site web avec le localhost register. Voilà. Ok, ne vous étonnez pas ça de ça, hein, parce que je suis en train de coder. Donc, logiquement, ça va me poser des problèmes, d'accord? Donc, ce que je disais, c'est que nous allons vérifier si ces champs-là sont écrits proprement. C'est-à-dire qu'on veut mettre la condition du fait que lorsque l'utilisateur ne va pas fournir ces champs-là, que lorsqu'il va juste directement cliquer sur le bouton, que ça puisse donner un message d'erreur, en signifiant à l'utilisateur de filtre, comment on dit filtre en français, au fait de fournir ces champs, de remplir les champs, d'accord? Donc, voilà, donc vérification du remplissage des champs. Voilà. Donc, maintenant, nous allons écrire les fonctions. Quel genre de fonction d'abord? On va d'abord déclarer nos variables, d'accord? Donc, on va juste déclarer le username ainsi que
Le username, on va le déclarer username qui est égal. Nous allons déclarer également le email qui sera également égal à bit. Et là, nous allons déclarer également une variable qui est l'erreur. Donc ça donnera le mot errors qui sera égal à array. Je vous avais dit au niveau de notre cours que nous allons beaucoup faire le array. On va beaucoup travailler sur les arrays. En fait, le PHP gère surtout les arrays, c'est-à-dire les tableaux. Ça, c'est le PHP en tant que tel. D'accord? Donc, maintenant, nous allons venir ici au niveau du bas pour mettre maintenant nos conditions. Donc, la première condition, c'est if, si, toujours le si le username est vide, maintenant, on doit avoir un message. Après, si le email est vide, on doit avoir un message ainsi de suite. Donc, comment on code ça? On a si empty. Empty, ça veut dire en anglais vide, d'accord? Donc, si empty dollar username, le username qui est là, je l'écris, le username. OK? Voilà, maintenant à l'intérieur, on va toujours utiliser le array que nous avons déclaré ici et on va utiliser le array push. Le array push. Maintenant, dollar, on va mettre error ici. OK? Ça veut dire que ça doit donner le message d'erreur. Donc, dollar error. Maintenant, le message que ça doit nous renvoyer, c'est ce que je vais écrire. Bon, nous allons donner comme message, vous devez saisir le nom d'utilisateur. Voilà. Vous devez saisir le nom d'utilisateur. Ou bien le nom d'utilisateur est requis. Ça dépend de vous, d'accord? Donc maintenant, je vais juste copier et puis coller. Hein. Je vais juste copier ça et puis coller parce que les fonctions sont pratiquement la même chose. On va juste changer quelques trucs, c'est tout. Donc ici, au lieu du username, ce serait email. OK? Email. Vous devrez maintenant fournir votre email. Fournir votre email. Voilà. Donc ici, nous allons donner le mot de passe. En fait, on va donner juste le premier mot de passe, OK? Donc, password 1. Password 1. C'est-à-dire ce mot de passe-là. Donc ici, le mot de passe est obligatoire. Le mot de passe est obligatoire. Voilà. Donc, le mot de passe est obligatoire. Maintenant, nous allons mettre une autre, comment on appelle ça? Nous allons mettre une autre condition qui va vérifier si ce mot de passe-là et ce mot de passe sont pareils. S'ils ne sont pas pareils, ça ne va pas accepter. Ça va dire les deux mots de passe ne sont pas pareils. Mais si c'est pareil, ça va accepter, d'accord? Voilà. Donc, on va juste venir ici et nous, là, on va toujours utiliser la condition. C'est ce qui permet de faire la vérification. Donc, if password 1 est différent, nous avons vu tout ça, est différent de password 2, voilà, donc maintenant, nous devrons avoir toujours array push, d'accord? Array push. Et là, dollar errors, c'est-à-dire pour donner le message d'erreur. Errors. Et là, on a les deux mots de passe. Les deux mots de passe ne correspondent pas. Voilà. Et on a point virgule à la fin.
Donc, tout ça, c'est la vérification, d'accord? C'est la vérification du bon fonctionnement de notre. Donc, la vérification. Maintenant, si il n'y a pas d'erreur, ça, c'est lorsqu'il y a des erreurs. Mais maintenant, s'il n'y a pas d'erreur, nos données seront directement envoyées dans la base de données, d'accord? Donc, si il n'y a pas d'erreur, les données seront stockées dans la base de données, dans la BD. OK? Donc, ici, nous allons faire les comptes. Donc, on a toujours le if, count, error, $errors égale à 0. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'erreur, si les erreurs c'est égal à 0, $errors is equal to 0. Voilà, 0. Voilà. J'espère que vous avez quelques notions au niveau du langage SQL, hein, parce que ce n'est pas possible de créer votre site web et autres sans pour autant utiliser la base de données. Donc, quand on parle de la base de données, directement, on parle du langage SQL. D'accord? Donc, c'est très, très important. Si vous avez des carences au niveau du langage SQL, ne vous inquiétez pas, allez-y faire des recherches. Ça vous prendra juste 2 heures de temps pour vous remémorer le tout, hein. Ce n'est pas un langage qui est difficile. Il suffit juste de connaître quelques commandes et ainsi de suite. Et puis sachez que ce n'est pas sensible à la casse, c'est-à-dire que vous utilisez le insert en majuscule ou en minuscule, tout est bon, hein. Si c'est bien écrit, sa valeur ne pose pas de problème. OK, donc on va déclarer notre variable qu'on va appeler SQL. Et là, nous allons mettre insert into. Insert. Moi, j'écris les codes SQL en majuscule, d'accord? Mais vous n'êtes pas obligé. Into. Notre base de données s'appelle, notre table s'appelle users. Ici, voici notre table, ça s'appelle users. Donc, faites attention. C'est vrai, j'ai dit que le langage SQL n'est pas sensible à la casse, oui, mais les autres, les mots et autres là sont sensibles à la casse, hein. Par exemple, ici, nous avons écrit users, mais en minuscule. Donc, vous ne pourrez pas utiliser le users en majuscule, sinon ça ne va pas reconnaître. Donc, ici, nous avons users, en parenthèse maintenant. Et là, je vais fournir mes données, c'est-à-dire que j'ai créé ma table. Et quand j'ai créé ma table, j'ai mis... Où sont mes données là? Où est-ce qu'elles sont parties? Voilà, voici mes données. Donc, quand j'ai créé ma table, j'ai mis mes données dedans, mes propriétés. Mais le ID ne sera pas dedans. Pourquoi? Parce que j'ai auto-incrémenté le ID. OK? Il est auto-incrémenté. Maintenant, on a besoin que du username, du email et du password. Donc, je vais écrire les 3 propriétés qui sont ici. Donc, insert into users, les 3 propriétés. Values, on va mettre les valeurs des propriétés que l'utilisateur va mettre dans notre base de données. OK, donc nous avons ici le username. Donc, faites attention lorsque vous mettez les propriétés aussi, ils doivent avoir les mêmes noms. OK, c'est important. Donc, on a email, nous avons password aussi. C'est-à-dire que ces propriétés-là doivent être les mêmes que les propriétés que nous avons déclarées au niveau de notre base de données. C'est vraiment important. Donc, on va écrire values. Comme je l'ai dit, moi, je préfère écrire mes codes SQL en majuscule. Donc, ici, on va utiliser le dollar username. Le dollar username, ce serait comment on expliquer, ce serait les données qui seront, les données qui seront fournies par l'utilisateur, ok? Donc voilà, donc nous avons après le dollar email. Après, nous avons le dollar password. Voilà. Et point virgule à la fin. Voilà ce que j'ai. Voilà ce que j'ai à ce niveau-là.
Hum, donc ici, nous allons crypter notre password. Quand je dis crypter mon password, c'est quoi? C'est que lorsque l'utilisateur va fournir toutes ses données, sachez que les données seront dans la base de données. Ça veut dire que, par exemple, vous utilisez Facebook, vous utilisez Gmail, vous utilisez WhatsApp et autres. Sachez que le constructeur de WhatsApp, le constructeur de Facebook, ainsi de suite, ont toutes vos données, hein. Sachez ça. Ils ont toutes vos données et c'est dans les bases de données. Donc, tout ce que nous sommes en train d'étudier là, sachez que à la fin de ce module-là, vous pouvez vous aussi créer vos propres sites web. Vous pouvez vous aussi créer vos propres Facebook. Vous pouvez vous aussi créer vos propres, je ne dirais pas WhatsApp parce que WhatsApp c'est Android, mais en tant que base de données, vous pouvez le créer. OK? Et ainsi que les Gmail et autres. Donc, sachez ça. Donc, sachez que tout ce que l'utilisateur va mettre dans la base de données, ces données-là seront à l'intérieur et seront stockées quelque part. Et le pirateur, un pirate, il peut rentrer là-dedans pour pouvoir pirater. C'est pour cela que quand je vous donnais les cours en théorie, je vous disais de ne jamais faire confiance à un utilisateur parce que l'utilisateur, il peut aller dans votre base de données ou bien même sur votre site pour voler des informations. Donc, il est très, très important de pouvoir crypter vos passwords, vos mots de passe. Donc, lorsque les mots de passe viendront dans votre base de données à être stockés, il ne sera pas, par exemple, supposons que vous avez mis votre nom, votre prénom, ainsi de suite, votre email et autres, et qu'au niveau de votre password, vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Normalement, si vous ne cryptez pas votre password, dans la base de données, le password, le mot de passe sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais si vous cryptez votre mot de passe, dans la base de données, le mot de passe ne sera pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais il sera mélangé, il sera quelque chose de bizarre, bizarre, long, long. Donc, il n'est pas compréhensible. Mais ça ne veut pas dire que votre mot de passe ne peut pas être piraté, mais ça veut quand même dire que quand même c'est protégé, ça a un minimum de protection. D'accord? Donc, je viens à ce niveau-là et là, je vais crypter mon password. Donc, je vais mettre ici password password, c'est-à-dire ce password là, le password qui sera établi dans la base de données. Donc, qui va être égal à MD5. C'est le MD5 qui permet de crypter, d'accord? MD5 $. Et là, ça va crypter maintenant le password, ce password là qui va être donné par l'utilisateur. Donc, je vais mettre le password 1. Il ne faut jamais oublier le $, sinon ça ne va pas accepter. Donc, je vais mettre en légende permet de crypter. De crypter le mot de passe. Voilà. Donc, permet de crypter le mot de passe. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, il y a des vulnérabilités, surtout au niveau au niveau du mot de passe. Donc, faites attention. Si vous pouvez faire en sorte que votre mot de passe soit plus sécurisé, faites-le. Donc, il est important de crypter les mots de passe. Donc, maintenant que nous avons fini d'écrire les codes, on doit maintenant appeler le code à l'intérieur du query. Donc, quand on parle de query, on parle de question. Query en anglais, ça veut dire question. Donc, vous avez vu MySQL. MySQL, c'est Structured Query Language. Donc, ça permet juste de faire les requêtes. OK? Donc, MySQL, query. En parenthèse, $. Maintenant, $, je vais mettre le nom de ma base de données ici. OK? Donc, c'est important de donner le même nom. Donc, ça va prendre en compte deux paramètres, le nom de ma base de données et mon SQL. Donc, DB, non, BD, non, DB, c'est DB que j'ai pris. Et ici, je serai $SQL. Voici ce que nous avons, voici ce que nous avons à ce niveau-là. Donc maintenant, nous allons faire en sorte que, parce que c'est vrai que nous avons mis les horaires et autres,
Mais ces erreurs-là, sachez que ce ne serait pas, ces mots d'erreur-là, ces phrases, pardon, d'erreur-là ne seront pas vues par l'utilisateur comme ça. Donc, on doit venir au niveau de notre registre pour pouvoir afficher les erreurs. Donc, je vais mettre, venir au niveau de, voilà. J'avais même déjà écrit ça. Ok, donc je vais enlever. Donc, je vais venir ici à ce niveau-là. Je vais mettre ici. Donc, faites attention lorsque vous mettez les commentaires au niveau du HTML. Hein. Au niveau du HTML, les commentaires, c'est pas deux traits. C'est pas deux traits, c'est comme ça au niveau du HTML. Et là, nous sommes au niveau du HTML. C'est vrai, c'est l'extension .php, mais nous sommes dans les balises HTML. Donc, faites attention. Donc, maintenant, je vais mettre affichage des messages d'erreur. Voilà, pour que les messages d'erreur soient affichés, PHP. Donc, pour que ça soit affiché, on va juste appeler, comme ce que nous avons vu ici, on va juste inclure. Donc, on a include, en parenthèse, on a error.php. Donc, sachez qu'on n'a pas encore créé, notre error.php. On va le créer maintenant. On n'a pas encore créé notre error.php, le fichier error.php. On va créer le error.php, le fichier. On enregistre. Donc, on a error.php. Et là, nous allons au niveau de notre WAMP server. Ici, 3W. Et ici, au niveau de l'utilisateur. Et là, c'est ici que nous allons créer. Voilà. Donc, nous allons écrire nos petits codes à l'intérieur d'ici. Donc, on va juste mettre des codes, mais ce sont des codes en PHP, d'accord? Donc, on a PHP dans la balise PHP, donc on va utiliser if count. La fonction count, ça permet juste de vérifier les erreurs, d'accord? Donc, if count error, on avait déclaré en tant qu'errors. Donc, est supérieur à 0, c'est-à-dire que s'il existe, est supérieur à 0. 2 points. S'il existe, ça veut dire que s'il est supérieur à 0, 2 points. Donc, nous avons notre div tag que nous allons utiliser ici, div class error, que ça nous donne en la classe error. Et ici, on va utiliser la boucle for each. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser le tableau. Donc, on va mettre dans PHP. On a for each. Si vous avez bien suivi les cours, vous allez mieux comprendre, d'accord? Donc, si vous n'avez pas compris quelque chose au niveau du cours, faites tout pour comprendre, pour que au moins que vous puissiez comprendre tout ce que je suis en train de faire, quoi. Parce que c'est vrai que c'est long, c'est pas du tout facile, je sais, mais il est important de comprendre les cours à 100%. Donc, end for each, c'est-à-dire qu'on va finir le for each. End. Et là également à l'intérieur, on va finir le if PHP and if. Donc, à l'intérieur maintenant ici, on va donner
en paragraphe. Le PHP, que je vais juste copier ici et que je vais coller là. Et ici, à l'intérieur, je vais donner juste le echo. Le echo, ça permet d'afficher, d'accord? Donc, c'est tout simplement pour afficher tous les messages d'erreur que je viens d'écrire. Donc, voilà. Point virgule à la fin. Donc, je vais enregistrer ici. Je vais enregistrer là. Je vais enregistrer là aussi. Et ici, maintenant, je vais vérifier. Continue. Ici, il y a quoi? Server line 20, d'accord. Donc, server line 20. J'ai peut-être oublié de quelque chose ici. Ah, point virgule. Aïe, aïe, aïe. J'ai oublié les points virgule ici. Ok. Ok. Donc, on va vérifier. Ça dit quoi? Ok. Ici, ça dit quoi? Parse. Au niveau de erreur. Ok, deux points. Bon, je vais voir d'abord au niveau de erreur. Les erreurs 1 à 1. Au niveau de erreur. Ok. Sorry, Charles. Compte error. Error and okay. Je vais vérifier. Ok. Parenthèse. Ok, donc là c'est bon. Vous voyez que c'est venu. Vous voyez que les phrases là sont correctes, c'est venu. Mais ici j'ai un petit problème avec le MySQLite. Ok, ici c'est MySQLite qui pose problème. Ok, donc ce que je vais faire, je vais vérifier cette partie-là. En faisant quoi? Je suis au niveau du serveur là. En faisant quoi? En ajoutant le DB ici. C'est-à-dire que ma base de données qui est là, je vais l'ajouter. Donc, comment je vais l'ajouter? Je vais juste mettre comme ça. DB, virgule. Donc, $DB, virgule. Donc, au lieu que ça prenne un seul paramètre, ça va prendre deux paramètres. Je vais faire ça pour voir. Dollar. Et ici également, $DB. Voilà. Donc là, je vais vérifier ce que ça me dit encore. Voilà, donc c'était ça le problème. Donc en fait, comme je vous le disais, ça dépend, tout dépend des versions de PHP que vous avez. Peut-être si vous n'avez pas les mêmes versions que moi, ça ne va pas accepter, ça ne va pas accepter chez vous. Donc c'est important de le savoir. Donc au cas où ça n'accepte pas, vous me le dites, vous me donnez votre version de PHP et on va chercher une solution. Souvent, il y a des versions de PHP, bon, de PHP que vous devrez utiliser qui vont être avec seulement le PDO. Souvent, c'est avec le MySQL, mais il n'y a pas I là-dedans. Chez moi, vous avez vu qu'il y a le I. Mais la différence, c'est quoi? C'est que à ce niveau-là, je n'avais pas mis le DB en paramètre aussi. Souvent, il y a certaines versions où vous n'avez pas besoin de mettre le DB, c'est-à-dire la base de données, vous n'avez pas besoin de le mettre ici en paramètre.
Mais chez moi, vous voyez que ma version de MySQL demande, vu que ma version demande que ça soit le cas, que le DB soit là. OK? Voilà. Donc, si vous voyez que là, c'est au rouge, c'est moi-même qui l'ai mis au niveau du CSS. Donc, je vais vous expliquer là. Donc, au niveau du CSS, j'ai pris le erreur et puis j'ai joué là-dessus. Je lui ai donné la couleur rouge. Voici la couleur qui est là. La couleur rouge bordeaux comme ça. Et j'ai donné également d'autres couleurs de bordure et autres. OK? Donc, voilà le petit code que j'ai écrit à ce niveau-là. Donc, on a le width, on a le margin, padding, on a le border, on a le color, on a le background, on a le border radius et nous avons le text align qui est à left. Voilà un peu ce que nous avons au niveau nous avons fait au niveau du CSS pour que ça soit coloré. C'est moi-même qui viens de mettre ça. Si vous ne mettez pas ça, vous n'aurez pas ça. Ok, donc il est important que vous mettez ce CSS là. Voilà un peu. Voilà un peu ce que nous avons à ce niveau. Vous voyez que c'est plus joli. Par exemple, si je mets ça, je mets par exemple l'histoire ici, voilà. Je vais mettre ça comme ça. Voilà ce qui va se passer. Vous voyez, vous devrez fournir votre email, ainsi de suite. Mais là, je vais gérer ça. Je vais gérer ça à ce niveau-là. Ok, donc on va continuer parce que ce n'est pas terminé. Hein. C'est vrai que nous avons fait ça, mais ça ne va pas aller dans la base de données. Et puis nous devrons modifier quelques trucs pour avoir une chose, un truc bien plus intéressant. Donc toujours au niveau de notre code, mais cette fois-ci nous allons revenir au niveau de register parce que ce n'est pas fini. Et nous allons utiliser du code PHP là-dedans. Bon, comme nous n'allons pas beaucoup écrire le code PHP, on va juste écrire un peu de code PHP à l'intérieur. Donc, ce serait au niveau de mon username. Donc, au niveau de mon username, on a le username name et on va ajouter le value. On va ajouter le value ici. Voilà. Et à l'intérieur du value, on va écrire notre code PHP. On va écrire nos codes PHP. Donc, ici, on a PHP. ICO. Voilà, donc, ICO, ça permettra juste de fournir le username que l'utilisateur va écrire. Quand je dis le username que l'utilisateur va écrire, c'est-à-dire que ce que l'utilisateur va fournir, quoi. OK? Parce que ici, vous venez de donner la main à l'utilisateur. C'est pour cela que je vous avais dit que le PHP ne donne pas la main à l'utilisateur, mais c'est le HTML qui donne la main à l'utilisateur. On vient de coder tout ça avec le HTML. Donc, c'est le HTML qui donne la main à l'utilisateur, d'accord? Donc, ici, quand on donne la main à l'utilisateur, il faut afficher ce que l'utilisateur écrit. OK? Donc, la même chose ici aussi. Toujours le value. Copier. Et là, je vais coller. Et ici, c'est toujours le email. C'est toujours le email. Donc, on va maintenant vérifier. Voilà. Donc, voilà, par exemple, ici. OK. Donc, OK. Donc, ça permet de faire quoi? Sachez que, au fait, n'est-ce pas, ça n'a pas disparu. C'est-à-dire que j'ai pas fourni, j'ai fourni, par exemple, mon email, mais l'erreur, après, je vais changer ça. L'erreur est toujours là pour ça. Et nous avons les deux mots de passe ne concordent pas, mais on a vu que le username et l'email ne sont pas partis. Parce que la première fois, c'était parti ainsi. Et c'est pour cela que lorsque on met le ICO, que ça affiche
ça permet d'afficher le résultat et le résultat ne va pas s'en aller. Voilà ce que nous avons. On va, voilà. Donc, nous allons juste réactualiser le tout. Voilà. Donc, par exemple, lorsque je vais cliquer là, vous voyez que les messages sont sortis. Vous devrez saisir le nom d'utilisateur, le mot de passe, l'email et les mots de passe sont obligatoires. Donc, je vais par exemple donner ça et là aussi. Et je vais juste cliquer sur enregistrer et maintenant le mot de passe est obligatoire. Bon, je vais mettre ici 1, 2, 3, 4, voilà. Ça, c'est un mot de passe et ça aussi, c'est un autre mot de passe. Vous constatez que les mots de passe ne concordent pas. Donc, je vais cliquer sur OK. Vous voyez, les deux mots de passe ne correspondent pas. Mais je vais faire en sorte que les deux mots de passe correspondent. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je vais prendre aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, je vais cliquer sur OK. Vous voyez que ça n'a rien dit, mais c'est parti. C'est parti. Et là, vous voyez que les deux là sont restés. Les deux là sont restés tout simplement parce que j'ai mis ces lignes de code là ici. J'ai mis ces lignes de code là, le value echo username. C'est pour simplement que le username et ça ne parte pas. Je n'ai pas mis au niveau du password et également au niveau du password 2 parce que lorsque je vais valider, je veux que le password s'en aille. C'est pour cela que je n'ai pas mis au niveau de password. Donc, j'espère que là, vous avez compris ici. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est mieux de le faire. OK? Donc, maintenant, je vais venir au niveau de ma base de données pour voir ce que j'ai. Voici ma base de données. Voilà, donc vous constaterez que, par exemple, nous avons mis les données, ils sont venus se stocker dans la base de données. Donc, vous avez vu le mot de passe. Vous avez vu qu'au premier abord, j'ai mis que le mot de passe soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 5, 6. Mais vous voyez que le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 n'est pas venu. Voilà. Donc, je vous expliquais un peu la cryption des bases de données. Le fait de crypter les bases de données. Vous voyez ici. Donc, comme je l'ai dit, voici mes bases de données. Donc, voilà la base de données. Donc, j'espère que là, vous avez compris. Voilà, donc on a l'identifiant. J'ai dit que l'identifiant vient par défaut. Donc, par exemple, je vais créer un autre nom d'utilisateur. Et là, par exemple, je vais créer Mamadou. Et ici, au niveau de l'email, je vais juste mettre Mamadou, @yahoo.fr. Et là, au niveau des passwords, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ici aussi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, je vais cliquer sur Register. Donc, quand je clique sur Register, vous voyez que les deux là sont là, mais les mots de passe sont partis. Donc, je vais venir au niveau de ma base de données. Je vais réactualiser. Normalement, ma base de données, ça doit venir, mais ça doit venir au numéro 3. Pourquoi? Parce que tout simplement parce que c'est auto-incrément. OK, donc là, je vérifie. Vous voyez, 3, Mamadou, on a Mamadou, arrobase, ainsi de suite. Et voici le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui est venu là. OK, le password. Donc, j'espère que jusqu'à présent, vous avez compris. Mais au fait, il y a juste quelques soucis. Quelques soucis, je dirais, de confidentialité. Par exemple, il y a un duplicata. Donc, si on ne veut pas qu'il y ait de duplicata, par exemple, à ce niveau-là, c'est nous-mêmes qui devrons dire que les usernames ne doivent pas, il ne doit pas avoir deux pseudos, c'est-à-dire deux usernames en même temps. Par exemple, j'ai Nénette, j'ai Nénette. Normalement, les deux ne doivent pas concorder. Ou bien, je peux également faire que deux emails ne doivent pas être présents. C'est pour cela que lorsque vous créez votre compte Gmail, et lorsque vous utilisez le même pseudo, ça vous dit que non, ce nom d'utilisateur existe déjà. Donc, sachez que pour que ça puisse reconnaître, la base de données puisse reconnaître que si deux noms d'utilisateurs existent, il ne faut pas que j'accepte un, que je dois refuser un. C'est à vous de coder, c'est à vous de mettre la condition qui va vérifier. La condition de vérification, donc si c'est vérifié,
Au cas où les deux, il y aura un doublon qu'on appelle duplicate.